Eh bien bonjour et c'est parti pour le cours T2, chapitre T2, qui s'appelle Premier principe de la thermodynamique. Donc dans ce cours, on va poser un très grand nombre de nouveaux outils pour le cours de thermodynamique, ce qui va nous servir dans les deux prochains chapitres, hein, surtout sur les machines thermiques. Vous allez voir. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est poser vraiment plein d'outils théoriques qu'il va falloir maîtriser. Et pour ça, il va falloir les réécrire, hein, comme je vous le disais. Donc l'outil qu'on va introduire aujourd'hui, c'est le premier principe de la thermodynamique. Et on va faire plein de raisonnements autour de ça. Mais avant d'introduire ce premier principe, il faut introduire d'autres outils qui vont nous servir d'abord. Et on va se poser une question naïve, hein, au départ, dans le grand 1 petit 1. C'est, j'ai un système thermodynamique quelconque, je m'en fiche, vous pouvez imaginer de l'eau par exemple, hein, de l'eau liquide, et on souhaite faire varier son énergie interne. Alors comment peut-on faire pour faire varier l'énergie interne de l'eau? Pour faire varier l'énergie interne d'un gaz ou de n'importe quel autre système? Donc il y a essentiellement trois moyens qu'on peut utiliser. Le premier, c'est l'apport d'énergie thermique. C'est un terme important, hein, un échange ou un apport d'énergie thermique. C'est-à-dire de l'énergie qui pourrait être apportée ou prélevée au système, parce que ça peut aller dans les deux sens, par ce qu'on appelle un mécanisme de transfert thermique en physique. Donc l'énergie thermique va voyager spontanément et sans transfert de matière globale, hein, uniquement par transfert d'énergie, entre l'intérieur du système et l'extérieur du système. Autrement dit, entre le système et le milieu extérieur. Alors on notera ce terme d'énergie apportée au système Q, et il s'exprimera en joules. Donc voilà, c'est ce qu'on appellera l'énergie thermique apportée au système. Et on le notera Q. Alors, on notera toujours Q le transfert algébriquement reçu par le système, c'est-à-dire que si on a un système et qu'on applique ensuite un principe quelconque, ce qu'on appellera Q, c'est l'énergie thermique que va recevoir le système algébriquement. Alors, en fait, ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que si le système il reçoit effectivement de l'énergie thermique, il gagne de l'énergie parce que le milieu extérieur lui en donne, alors Q est positif, parce qu'il en gagne, le système gagne de l'énergie thermique, et à l'inverse, hein, s'il en donne au milieu extérieur, on prendra Q négatif. C'est cette convention-là qu'on va toujours utiliser dans la suite. Donc le petit schéma ici, que vous avez peut-être regardé entre-temps, qui résume tout. Donc vous avez le milieu extérieur à la température TE. Si le système est par exemple à une température inférieure à TE, il va y avoir de l'énergie thermique qui va voyager spontanément du milieu extérieur vers le système, si on a un bon conducteur thermique entre les deux bien sûr, hein. Et ça veut dire que le système reçoit de l'énergie thermique. On notera donc Q positif. Et si c'est l'inverse, un milieu extérieur plus froid avec un bon conducteur thermique et un système plus chaud, alors de l'énergie thermique ira du système vers le milieu extérieur. On notera par convention Q négatif puisque le système fournit de l'énergie thermique au milieu extérieur. On peut aussi dire qu'il reçoit une énergie négative, même si on évitera de dire ça dans la suite. Alors deux petits exemples, hein, si on considère de l'eau dans une casserole, donc l'eau reçoit de l'énergie thermique en provenance du fond de la casserole, j'en avais déjà parlé dans la discussion sur Discord. Et si on isole le système eau, c'est-à-dire qu'on s'intéresse seulement à l'eau, alors Q est positif, parce que l'énergie thermique reçue. Et si on considère un café chaud dans une tasse, eh bien, le café se refroidit, il perd une partie de son énergie en cédant spontanément de l'énergie thermique au milieu extérieur. Alors notez tout de suite, hein, on verra ça plus tard, mais si vous considérez comme système thermodynamique le café uniquement, donc le liquide, alors le milieu extérieur, c'est l'air extérieur, mais c'est aussi la tasse. Voilà, et si la tasse est plus froide, eh bien, le café va fournir de l'énergie thermique à la tasse, et donc pour le café, on aura Q négatif, parce qu'il perd de l'énergie. Donc voilà, premier mode de transfert d'énergie, donc de modification de l'énergie interne, c'est le transfert thermique, de l'énergie thermique transférée. Il y a un deuxième mode auquel on ne pense pas toujours, mais c'est par rapport de travail mécanique. C'est-à-dire que si on a des forces mécaniques qui s'appliquent au système et qui fournissent un travail au système, parce que les forces se travaillent tout simplement, eh bien, on pourra modifier l'énergie thermique. Alors c'est le deuxième mode de transfert. On notera le travail exactement comme en mécanique, W, de l'anglais work, et en fait c'est le travail algébriquement reçu par le système, ce qui signifie que si des forces fournissent un travail au système, on a W positif, parce que le système reçoit un travail positif,
Et si c'est l'inverse, si le système fournit un travail au milieu extérieur, le travail reçu par le système est négatif, et donc on aura W négatif. J'ai oublié d'inverser le sens de l'inégalité, c'est négatif ici. Donc, deux exemples, tout simple. Déjà, avant d'aborder les exemples, remarquons que ça ne peut avoir de sens que pour les systèmes compressibles, ça. Parce que si votre système il est tel que sa frontière, donc sa surface de contrôle, est rigide, ne peut pas varier, alors en fait, il ne peut pas recevoir de travail. Puisque un travail, c'est des forces qui travaillent. Et donc pour qu'il y ait des forces qui travaillent, il faut que le système puisse être comprimé ou dilaté. On reverra ça en détail plus tard. Mais pourquoi on n'y pense pas trop à ce travail mécanique? Parce que l'exemple de l'eau, en fait, on ne peut pas fournir de travail à l'eau. Ou alors on peut, mais il faut appuyer énormément, et puis l'eau va très peu se comprimer parce qu'elle est peu compressible. Alors qu'avec un gaz, eh bien vous allez voir, il suffit simplement de comprimer un gaz pour changer son énergie interne. Il n'y a pas besoin de le chauffer, en fait. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, l'exemple. Un gaz qui est comprimé par un piston, il reçoit un travail. Parce que les forces qui s'appliquent sur le gaz travaillent. Et un gaz chaud comprimé qui se détend, en repoussant un piston dans une chambre de combustion, c'est l'inverse. Le gaz fournit un travail au piston. Et puis, on a W est négatif, parce que, en fait, le gaz fournit un travail, donc W est négatif dans ce cas-là. Et le troisième mode auquel on ne va pas trop s'intéresser aujourd'hui, parce qu'il faudrait un cours un peu plus complet, c'est par rayonnement thermique, puisqu'une onde électromagnétique peut transporter de l'énergie vers la matière, et interagir avec la matière, ça peut modifier l'énergie interne d'un milieu. Donc le cas le plus célèbre, c'est les ondes émises par l'antenne d'un four à micro-ondes, et ça va faire varier l'énergie interne de l'eau, puisque ça va mettre en mouvement les molécules d'eau, donc augmenter l'énergie cinétique des molécules d'eau. Et puis un exemple, c'est les ondes en provenance du Soleil qui réchauffent la peau. Donc là, on a un exemple d'interaction onde électromagnétique matière. Mais on ne va pas trop s'intéresser à cette chose-là, et de toute façon, ça peut en fait rentrer dans le terme de transfert thermique. Alors, on va s'intéresser maintenant, dans le paragraphe grand 2, au terme de travail, parce que c'est le plus inhabituel, et on va voir qu'il a une importance essentielle dès lors qu'on fait de la thermodynamique des gaz. Donc il sera très fréquent dans la suite que les forces qui vont travailler sur le système, au cours d'une modification d'un système thermodynamique, ce sera des forces de pression. Des forces de pression, ça veut dire tout simplement que ce qui va travailler sur le système, c'est dû à la pression du système. Voilà. Donc on va mettre en évidence l'expression de ces forces sur un cas très simple, et on admettra la généralisation. Donc le cas très simple, c'est le suivant. On considère un système, alors vous imaginez un gaz, c'est ce qu'il y a de plus simple, de pression intérieure uniforme, P, et puis il y a un piston ici, qui empêche le gaz de s'échapper, un piston mobile. Il est de surface S. Alors la transformation qu'on va considérer, elle est très simple. On va faire un petit déplacement du piston de dx dans ce sens-là. Autrement dit, on augmente le volume accessible au système. Si c'était un gaz, eh bien, le gaz, il a un volume plus grand maintenant. Et on note l'augmentation de volume du système dV. De façon générale, ce sera la variation de volume du système. Donc là, sur le dessin, c'est une augmentation. Et on va faire un peu de mécanique pour savoir quel est le travail des forces de pression sur le système au cours du déplacement du piston. Alors, c'est très simple. La force que le gaz exerce sur le piston, c'est la force du gaz sur le piston, autrement dit P fois S fois EX, par définition de la pression du gaz. Si vous avez la pression, la force exercée, c'est la pression fois la surface, et EX, c'est le vecteur unitaire dirigé selon de la gauche vers la droite. Ensuite, on veut savoir, nous, quelle est l'action du piston sur le gaz, parce qu'on va faire un bilan au gaz. Donc on a besoin du principe des actions réciproques, et le piston exerce sur le gaz la force du piston sur le gaz, qui est moins P, SEX, c'est simplement l'opposé de la force du gaz sur le piston. Alors le gaz reçoit le travail élémentaire suivant de la part du piston. Comment on calcule le travail? On fait F scalaire dr. Alors ici, dr, c'est simplement dx EX, c'est là, et puis F, c'est la force que le piston exerce sur le gaz. Donc voilà, F scalaire dr.
Et là, on voit apparaître, je suis peut-être allé un peu vite, mais je vais détailler, hein, on voit apparaître moins P, EX égale EX, ça fait 1, et S fois DX. Alors S fois DX, en fait, si vous considérez que le piston il a une surface S ici, hein, comme on est en coupe, on ne la voit pas, mais elle est là, et on fait fois DX, bah on obtient en fait dV, le volume, la variation de volume. Donc ce travail élémentaire des forces de pression va s'écrire moins PdV, où dV est la variation de volume du système entre les deux états. Donc là, on l'a mis en évidence, hein, c'est un raisonnement à savoir refaire, ça, il est vraiment classique. Et on va admettre la généralisation suivante, qui va être vraiment pour tous les systèmes. Un système dont la pression intérieure est P et le volume qu'il occupe, c'est pas la volume, le volume qu'il occupe V, peut recevoir un travail algébrique qu'on appelle travaux des forces pressantes, des forces de pression, dont l'expression est donnée par delta W égale moins P dV. Expression tout à fait fondamentale du travail élémentaire des forces pressantes. On va tout de suite regarder la cohérence du signe. Hein, si le système subit une compression, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation au cours duquel le volume du système diminue. Donc dV est négatif, la variation de volume est négative. Bah avec le moins PdV, vu que P est positif, ça va faire un travail reçu positif. Et ça, c'est tout à fait logique. Hein. Le travail des forces de pression sur le système est positif, parce que si un système est comprimé, en fait, il reçoit un travail mécanique positif. Et à l'inverse, si le système subit une détente, on dit aussi une dilatation, ce qui signifie que son volume augmente, hein, dV positif, eh bien on a delta W est négatif. Donc tout système qui se dilate ou qui se détend, comme un gaz, hein, son volume augmente, fournit un travail mécanique au milieu extérieur. Le travail reçu par le gaz ou par le système est négatif, donc il fournit un travail. C'est ça qui va permettre de mettre en mouvement des pistons de moteur, par exemple. Il faut que le gaz puisse fournir un travail au piston. Voilà. Alors si on récapitule un peu, voilà un joli schéma. Vous avez la surface de contrôle, un système quelconque, pression P. Bon, bah, si le volume du système diminue, alors les forces de pression travaillent positivement sur le système, et donc le système reçoit un travail, il est comprimé, et à l'inverse, quand il se dilate ou quand il se détend, W est négatif, parce que c'est le système qui fournit un travail au milieu extérieur en se détendant. Voilà, donc au-dessus j'ai établi l'expression élémentaire. Maintenant, si vous avez besoin du travail entre un état initial et un état final donné, ben, il faut intégrer, il faut simplement sommer ces travaux élémentaires. Donc ça se fait par la formule générale suivante. On verra comment elle se calcule concrètement dans les différents cas thermodynamiques qu'on va rencontrer. On peut aussi utiliser en thermodynamique un outil utile qui est le diagramme de Watt ou diagramme PV. Voilà, on l'appelle diagramme de Watt ou diagramme PV. Alors notez que ça ressemble quand même beaucoup au diagramme de Clapeyron qu'on a vu dans le chapitre précédent. Bon, dans le diagramme de Clapeyron, ici c'était le volume massique. Là je mets le volume du système si je m'intéresse à un système concret. Bon, en fait, voilà, ce sera à peu près la même chose, à part que ici on ne va pas s'intéresser à des changements d'état tout de suite, hein, donc on ne va pas représenter de courbe de saturation. Voilà, donc ça c'est le diagramme de Watt. Alors on peut représenter n'importe quelle transformation hein, à partir d'un état initial et d'un état final. Donc voilà, là c'est la pression initiale, là la pression finale, puis pareil volume initial et volume final. Donc toute transformation pourra se représenter par une courbe entre un état initial et un état final bien déterminé, en fonction des paramètres d'état, pression et volume. Alors il n'y a pas la température, mais on verra qu'on peut quand même représenter des isothermes par exemple sur ce diagramme. On verra comment. Alors une compression, bah, c'est dans l'autre sens, hein, le volume diminue. Alors, ce qu'on a vu au-dessus, en fait, va indiquer un intérêt au diagramme de Watt, qui est l'interprétation graphique du travail des forces pressantes. En effet, si vous regardez bien ce que c'est le diagramme de Watt, c'est P en ordonnée, V en abscisse. Et si on remonte un tout petit peu, on voit que W, c'est intégrale de moins P dV. Alors si vous oubliez le moins, et que finalement bon, vous dites que c'est V1, V2, ben vous avez simplement intégrale de moins PdV, ou intégrale de PdV, et ça c'est en fait l'air sous la courbe. Alors, il y a juste un truc qu'on n'aura pas, puisque une aire c'est toujours positive. Voilà. Par contre, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc c'est ce que je vous dis. Pour déterminer le signe, c'est très simple, il suffit simplement de regarder si c'est une détente ou une compression.
Donc la propriété à retenir, c'est que la valeur absolue du travail des forces de pression subies par un système ou reçues par le système, valeur absolue de W, c'est égal à l'air sous la courbe représentant la transformation dans le diagramme de Watt. Et le signe est très simple, hein. W est positif s'il s'agit d'une compression, et puis W est négatif, j'ai encore oublié de changer le signe, s'il s'agit d'une détente, donc delta V positif. Voilà. Je modifierai les signes sur le document que je vais vous donner par mail. Alors, ça c'est un schéma qui récapitule les choses, hein. Donc vous voyez, j'ai représenté l'air ici sous la courbe. Et donc si le système fournit un travail, parce que c'est une dilatation, on a W négatif, donc W, le travail reçu par le système, bah, c'est moins l'air sous la courbe, alors que là c'est plus l'air sous la courbe, puisque c'est une compression, donc le système reçoit un travail. Voilà. Dans la suite, on va voir beaucoup de termes utiles en thermodynamique. Vous allez voir que c'est un chapitre très riche en vocabulaire. Et donc on aura besoin du vocabulaire très spécifique. Donc je vais vous présenter un petit peu le vocabulaire important. Alors il faut le maîtriser, hein, parce que si vous faites une confusion entre différents termes en thermodynamique, ça peut vous faire de gros contresens. D'abord, une transformation est dite isochore si le volume du système est constant au cours de la transformation. Donc ça vient du grec, hein, isochore. Et un exemple tout simple, c'est un gaz qui sera enfermé dans une enceinte indéformable. Autrement dit, il n'y a pas de piston, les murs ne peuvent pas bouger. Et voilà, quel que soit ce que va subir le gaz, si son volume, le volume qui lui est accessible, ne peut pas varier, bah, il subit une transformation isochore. Alors une transformation est dite isobare si la pression du système est constante au cours de la transformation. Voilà, donc par exemple un gaz qui est toujours en équilibre avec l'atmosphère ambiante, bah, il y a une transformation isobare. Voilà. Et une transformation est dite isotherme si la température du système est constante au cours de la transformation. Donc ça, ce vocabulaire est relativement simple, hein, parce que isotherme, tout le monde connaît le vocabulaire, isobare aussi, isochore, c'est un peu plus rare. Par contre, un mot nouveau, c'est une transformation adiabatique. Adiabatique, ça signifie qu'on peut négliger tous les échanges d'énergie thermique entre le système et le milieu extérieur. Et ça va impliquer le transfert thermique ou l'énergie thermique reçue par le système est nulle. On va négliger le terme d'énergie thermique. Alors on verra dans quel cas ça peut être valable, hein. Je vais décrire ça de manière un peu plus poussée juste après. En attendant, deux autres termes. Donc une transformation est dite monobare si le système est à tout instant en contact avec un milieu extérieur de pression fixée. Autrement dit, le système, sa pression n'est pas forcément fixée à tout instant. Par contre, le milieu extérieur, lui, va imposer une pression qui est fixée. Donc ça, c'est le cas si on a de l'atmosphère, par exemple, un système en équilibre mécanique avec l'atmosphère. Et une transformation est dite monotherme si le système est à tout instant en contact thermique avec un milieu extérieur de température fixée. Voilà. Donc, autrement dit, le système peut faire ce qu'il veut, mais la température intérieure n'est pas forcément égale à tout instant à la température du milieu extérieur. Par contre, la température du milieu extérieur est fixée. Alors par exemple, hein, si vous reprenez l'exemple de tout à l'heure, le système café chaud plus la tasse va subir une transformation monotherme parce que l'ensemble est en contact avec l'air et que l'air, bah, il est de température fixée, hein. Voilà, on ne peut pas le faire changer. Alors, je vais m'arrêter un instant sur une grosse difficulté de ce chapitre et de la thermodynamique en particulier. C'est isotherme ou adiabatique. Alors, si vous regardez bien les définitions au-dessus, isotherme, ça veut dire que la température du système est constante. Adiabatique, ça veut dire que le système ne peut pas recevoir ou donner d'énergie thermique par transfert thermique au milieu extérieur. Alors, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Je vous propose, je vais remonter un peu pour pas que vous regardiez. Je vous propose d'essayer de faire l'exercice suivant, hein, de trouver un exemple concret pour chacun des cas suivants. Alors une transformation isotherme et adiabatique, les deux. Une transformation qui est adiabatique mais pas isotherme, et l'inverse, transformation isotherme mais pas adiabatique. Je vous laisse 3-4 minutes, vous pouvez appuyer sur pause pour essayer de réfléchir à ça.
je vais vous donner la réponse. Alors, le premier cas, en général, il ne pose pas de problème parce que on voit tout de suite ce à quoi on peut faire référence. Par exemple, de l'eau chaude qui est enfermée dans une bouteille qui est bien isolante, hein, un bon isolant thermique, donc une bouteille de type thermos, subit une transformation adiabatique parce que voilà, si la bouteille est bien isolante, on peut, au moins localement, négliger les échanges thermiques avec l'extérieur, si on n'attend pas trop longtemps. Et isotherme parce que normalement, si on néglige tous les échanges thermiques, eh bien, l'eau ne peut pas perdre d'énergie thermique, elle va rester à température constante. Voilà. Alors évidemment, ça devient faux si on attend très longtemps, mais enfin, si on n'attend pas trop longtemps, ces deux hypothèses et ces deux termes sont adaptés. Par contre, ils ne sont pas synonymes, parce que imaginez maintenant un gaz qui est enfermé dans une chambre de compression et comprimé très rapidement. Alors il reçoit un travail. Et comme il reçoit un travail, son énergie interne va augmenter. Et donc sa température aussi. Mais pourtant, si la compression est rapide, eh bien les échanges thermiques entre le gaz et le milieu extérieur, ils n'ont pas le temps de se faire, parce qu'ils prennent du temps, les échanges thermiques. Tout ce que le gaz reçoit, c'est un travail. Et donc sa température va augmenter. Donc là, on a l'exemple d'une transformation adiabatique, parce qu'on néglige les échanges thermiques, mais pas isotherme, parce que la température du gaz n'est pas la même au début et à la fin. Et si on reprend l'expérience précédente, mais qu'on comprime le gaz très 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 lentement, eh bien ça va être l'inverse. Si vous comprimez le gaz très lentement, les équilibres thermiques entre le gaz et le milieu extérieur auront bien le temps de se faire, surtout si vous mettez un bon conducteur thermique entre les deux. Voilà. Donc en fait, à tout instant, le gaz va être à la même température que le milieu extérieur. Et si le milieu extérieur est de température constante, eh bien le gaz va rester à la même température, c'est bien une transformation isotherme. Mais en fait, vu qu'on est en train de comprimer le gaz, il reçoit un travail, et pourtant sa température est constante. Donc c'est bien grâce aux échanges thermiques que sa température reste constante. Voilà, donc on va le revoir plus tard ça. Et donc on a l'exemple d'une transformation qui n'est pas adiabatique, mais qui est isotherme. Donc essayez de méditer ça, vous allez revoir ça dans la suite, hein, mais attention, adiabatique ça veut simplement dire on néglige les échanges thermiques, isotherme ça veut dire la température est constante, et les deux ne sont pas synonymes en général. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin avec les deux éléments suivants. Hein. D'abord, déjà, est-ce qu'une transformation, ça va être plutôt une transformation isotherme ou adiabatique? Alors on va reprendre ce que j'ai dit au-dessus. Une transformation qui fait intervenir un gaz, en général, on la modélise bien comme isotherme si elle est suffisamment lente, parce que l'équilibre thermique entre le système et le milieu extérieur aura bien le temps de s'effectuer, et donc le gaz va rester tout le temps à la même température. Voilà. Par contre, une transformation avec un gaz, on la modélisera comme adiabatique si elle est rapide. Parce que si, par exemple, on a une compression rapide, on pourra négliger les échanges thermiques entre le système et le milieu extérieur parce qu'ils n'auront pas le temps de se mettre en place. Et donc, le système sera isolé thermiquement. Ce sera voilà, une transformation adiabatique. Et puis, de même, hein, si le système gaz est isolé à l'aide d'un bon isolant thermique, alors l'hypothèse que la transformation est adiabatique sera justifiée. Et dans le cas d'une transformation subie par une phase condensée incompressible et indilatable, alors on aura souvent une équivalence entre les deux. Mais ça, vous allez voir, c'est si on a une phase condensée incompressible et indilatable. Dès qu'on en a deux à deux températures différentes, ça devient tout faux. Notamment, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a équivalence entre Q égale 0 et transformation adiabatique. En fait, il n'y a qu'une implication. Donc, une transformation adiabatique, ça implique Q égale 0. Par contre, une transformation telle que Q égale 0 n'est pas forcément adiabatique. En effet, vous pouvez avoir un système qui échange de l'énergie avec deux autres systèmes, ce que je vais appeler le système 1 et le système 2. Imaginons que, par exemple, le système qu'on considère reçoive de l'énergie de la part du système 1. Donc on a Q1 positif. Et que dans le même temps, il en fournit à un autre système. Donc on a Q2 négatif. On peut très bien avoir l'énergie thermique totale reçue par le système égale Q1 plus Q2 égale à 0 si jamais l'un est l'opposé de l'autre. Voilà, donc vous avez bien des échanges thermiques avec deux systèmes et pourtant Q égale à 0, donc c'est pas adiabatique. D'accord ? Voilà, donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a Q égale 0 qu'on peut dire automatiquement que la transformation est adiabatique.
Alors, des fois, hein, dans les énoncés, on ne vous dira pas explicitement que la transformation est adiabatique, mais il y aura des indices assez forts du style le système est thermiquement isolé ou on néglige les échanges thermiques entre le système et le milieu extérieur. Donc ça, assez immédiatement, ça veut dire qu'on va supposer que la transformation subie par le système est adiabatique et qu'on peut négliger les échanges thermiques. Voilà. Ensuite, et pour finir, le modèle du thermostat. Donc en thermodynamique, il y a un modèle très utile qui est le modèle du thermostat. Alors sa définition est la suivante. Un thermostat, par définition, c'est un système thermodynamique qui peut donner ou recevoir de l'énergie thermique à d'autres systèmes, mais sans que sa température ne varie. Voilà. Autrement dit, c'est un donneur ou un receveur d'énergie, mais ça se fait tout ça à température strictement constante. Autrement dit, voilà, il peut donner ou recevoir de l'énergie sans que sa température ne varie. Alors il y a plusieurs exemples qu'il faut bien maîtriser, hein. C'est ceux qu'on utilise pratiquement en thermodynamique en fait. Donc l'exemple le plus simple, c'est un système dont la capacité thermique va être très très grande devant la capacité thermique des autres systèmes. Parce que en fait, si sa capacité thermique est très grande, un apport d'énergie quelconque, ça fera très peu varier sa température. On va le voir dans la suite avec les exemples de calorimétrie, mais vous devez le sentir ça. En particulier, on parle de grande inertie thermique. Et je vais vous donner un exemple simple, une piscine. Vous prenez une piscine, vous plongez un baigneur dedans. Le baigneur n'est pas à la même température que la piscine, donc le baigneur va donner une certaine énergie thermique à la piscine par transfert thermique. Mais pourtant, il est quand même assez raisonnable de négliger l'augmentation de température de la piscine parce que en fait, elle est tellement grande et sa capacité thermique est tellement immense que c'est pas un transfert thermique de la part d'une personne qui pourra modifier sa température. Voilà, donc on pourra considérer que la piscine reçoit de l'énergie thermique, mais que sa température reste constante. C'est ce qu'on appelle un thermostat. Pareil pour l'air et l'atmosphère, hein. Lorsqu'on a quelque chose en contact avec l'air, l'air reste à température constante, en général. Alors vous avez d'autres systèmes qui ne sont pas forcément immenses, mais si vous avez des fours, par exemple, un four asservi en température dans votre cuisine, ça sert de thermostat pour n'importe quel système thermodynamique qui est placé dedans. Parce que le four va toujours garder la même température, il se débrouillera pour ça. Et comment il fait? S'il fournit de l'énergie thermique au plat, par exemple, il y a une résistance chauffante qui va compenser ça, de façon à ce que l'intérieur du four reste à température constante. Donc ça, c'est un bon exemple de thermostat aussi. Et un système diphasé à pression constante, elle est à température constante. Ça, on l'a vu dans le chapitre précédent, hein, mais si vous êtes à pression constante et que vous avez un corps pur en équilibre sous deux phases, eh bien, automatiquement, la température restera constante tant qu'il y a les deux phases en présence. Alors, il y a deux exemples qu'on utilise même au labo, hein. Le mélange eau glace, le eau liquide glace. Voilà, vous prenez de l'eau liquide, vous mettez des glaçons dedans, et au moment où vous arrivez à l'équilibre thermique, si vous avez mis assez de glace, eh bien, vous avez l'eau et la glace à l'équilibre à 0 degré Celsius. Et tant qu'il reste de la glace, l'ensemble restera à 0 degré Celsius. Voilà, donc c'est bien un thermostat. Et puis de l'eau bouillante sous un bar, hein, c'est ce qu'on appelle un bain-marie en cuisine. Ça c'est pareil, ça reste à 100 degrés Celsius, quel que soit ce qui se passe, jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée. Voilà. Donc ça peut servir de thermostat aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et ça fait déjà beaucoup de choses, donc à vous de bien revoir tout ça avant d'aborder la suite.